Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 17 avril 2026 et notre cher ami et frère, le professeur Ted Postol, est avec nous. Bienvenue Ted. Ravi d'être ici. Ted, laissez-moi commencer par les dernières nouvelles concernant ce qui se passe entre les États-Unis, l'Iran et Israël. Voici ce que nous avons appris jusqu'à présent. L'Iran a rouvert le détroit d'Ormuz et tous ses navires commerciaux peuvent désormais y passer sous le contrôle du gouvernement iranien. Ils contrôlent tout, même l'itinéraire, le trajet que suivent ces pétroliers. D'un autre côté, nous avons vu les États-Unis annoncer un cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Et la dernière nouvelle aujourd'hui, provenant de l'agence de presse iranienne Tasnim, officiellement liée au gouvernement iranien, est que l'Iran était prêt à attaquer Israël hier soir à 20h. Parce que l'une des principales conditions avant ce cessez-le-feu entre l'Iran, les États-Unis et Israël était que la guerre prenne fin sur tous les fronts, ce qui n'a pas encore été le cas. Alors l'Iran a dit « Nous allons riposter ». Ensuite, les États-Unis, c'était la date limite pour les Iraniens, ont dit 20h hier soir, mais Donald Trump a annoncé 20h, heure locale iranienne. Et Trump a annoncé le cessez-le-feu entre Israël et le Liban à 19h, heure iranienne. Comment vois-tu la situation, Ted? En regardant ce chaos, on perçoit une sorte de nouveau... Tu sais, à chaque fois qu'on entend Donald Trump, il sort quelque chose de nouveau. Et je ne sais pas, nous sommes tellement fatigués de ce genre de surprise, de cette sorte d'instabilité irréaliste de la part de Donald Trump. Quelle est ta compréhension de la situation en ce qui concerne Donald Trump et Benjamin Netanyahu? Eh bien, tout d'abord, laissez-moi dire que j'ai beaucoup voyagé et que certains de ces détails sont nouveaux pour moi, malheureusement, parce que j'ai été tellement occupé. Mais le problème de Trump, c'est qu'il a lancé quelque chose qu'il n'a aucune chance de résoudre à des conditions favorables pour lui. C'est aussi simple que cela. Et les Iraniens tiennent les rênes. En fait, c'est intéressant. Ils ont annoncé qu'ils attaqueraient à 8 heures. Et à 7 heures, tout à coup, les Israéliens ont accepté de ne plus continuer à tuer des gens dans le sud du Liban. C'est un résultat intéressant. Je ne sais pas combien de temps cela va durer. Les Israéliens subissent de lourdes pertes face aux drones et aux missiles balistiques iraniens. Et les Israéliens ont contrôlé la presse de manière très efficace. Mais chaque fois qu'on parvient à jeter un coup d'œil sous la tente, on découvre des signes d'un stress très important au sein de la société israélienne. Des dégâts et des gens tout simplement incapables de fonctionner la nuit. Ils sont dans des abris, ils ne peuvent pas fonctionner pendant la journée car des attaques peuvent survenir à tout moment. Il y a une grande quantité de destruction générale. Et ce n'est pas comme si, je veux dire, on ne peut pas faire ressembler l'endroit à Gaza, parce qu'il est impossible de livrer les quantités incroyablement énormes de munitions que les Israéliens ont pu déployer pendant des mois avec des bombardements aériens détruisant tout au sol. Mais il y a beaucoup de dégâts. Et il y en a suffisamment pour que, lorsqu'une alerte aérienne retentit, on ne puisse pas l'ignorer. Je veux dire, ce n'est pas comme si une bombe explosait quelque part dans la ville et que tu sais, les chances que tu ne sois pas impliqué soient très élevées. Chaque raid cause suffisamment de dégâts pour que tu doives te mettre à l'abri. À moins d'avoir un désir de mort, tu vas chercher un refuge. C'est juste que, tu sais, c'est ta vie et tu ne vas pas jouer avec de cette façon. Alors, les gens se mettent à l'abri et cela perturbe complètement tous les aspects de leur existence. Le stress, d'après ce que je peux voir, commence à se manifester dans la société en général. Maintenant, je suppose, je ne sais pas, je suppose que c'est une source de pression pour Netanyahou. Je sais qu'il a prononcé des discours disant « Tenez bon,
tout ira bien. Nous sommes sur le point de gagner. Tu vois, ce genre de bêtises. Franchement, c'est absurde. Nonsense, really, it is nonsense. But my guess is people are no longer buying it. Mais je pense que les gens n'y croient plus. Et ils se retrouvent face à, eh bien, je ne sais pas si on peut parler de révolte, mais d'une perte sérieuse de soutien. Il a une élection qui approche et il est probablement inquiet à ce sujet. Cela peut donc influencer son comportement vis-à-vis du Liban. Mon intuition, et ce n'est qu'une intuition, c'est que dès qu'il se sentira libéré d'une partie de ses pressions, il va revenir sur le Liban. Je veux dire, il va y aller. Et les Iraniens vont faire ce qu'ils ont dit qu'ils feraient, c'est-à-dire reprendre leurs attaques contre Israël et, vous savez, contre les bases militaires américaines dans le Golfe. Ce serait bien que je me trompe, mais ce que veulent les Iraniens est irréaliste compte tenu du comportement des États-Unis. Ce n'est pas irréaliste, c'est approprié. It's not unrealistic. It's appropriate, in my view. What they want is to be left alone. They want. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur fiche la paix. Ils veulent que ces sanctions économiques scandaleuses soient levées. Ils veulent pouvoir construire leur société sans être attaqués militairement ou économiquement. 3 de ces attaques impliquent le secrétaire américain au Trésor travaillant avec des services de renseignement pour tenter de dévaluer leur monnaie. Vous savez, c'est juste que, si vous êtes iranien, je peux comprendre que vous en ayez complètement assez. Mais avant. I mean, I can understand how you're just totally fed up. And I think. Et donc, je pense que dès que les Américains ou les Israéliens feront quelque chose qui ne soit pas conforme à l'accord de cessez-le-feu que les Iraniens pensaient voir se concrétiser, ce qui incluait bien sûr que l'Israël ne bombarderait pas massivement le sud du Liban, dès que ça prendra fin d'une manière ou d'une autre, le cessez-le-feu sera terminé. Et je m'attends à ce qu'il prenne fin, vous savez, de façon imprévisible, mais pas dans très longtemps. Les Iraniens peuvent tenir. Ils ont les missiles. En fait, d'une certaine manière, le cessez-le-feu est... Eh bien, on dit que le cessez-le-feu est bénéfique pour les Américains parce qu'ils se réapprovisionnent, mais ils n'ont pas grand-chose avec quoi se réapprovisionner. Ils n'ont plus beaucoup d'armes à envoyer. Je veux dire, oui, on peut réapprovisionner, mais encore faut-il avoir des armes à envoyer. Et les Américains sont dans une mauvaise posture. Les Américains retirent des armes de pays comme le Japon et la Corée du Sud, et cela ne profite pas aux alliances américaines, car les Japonais et les Sud-Coréens voient cela et se disent « Vous retirez ces armes parce que vous essayez de défendre Israël. Vous avez déclenché cette guerre et vous prétendez nous défendre, mais en réalité, vous montrez vos priorités, et vos priorités ne nous incluent pas de manière sérieuse. » Your priorities, and your priorities don't include us in a serious way. I know the South Koreans are very disturbed. They've been disturbed. Je sais que les Sud-Coréens sont très inquiets à ce sujet. Ils s'en préoccupent depuis longtemps et j'ai des contacts en Corée du Sud. Donc je sais avec certitude qu'ils sont très préoccupés par la nature de l'engagement américain là-bas. Et vous savez, les choses évoluent généralement dans la mauvaise direction pour les États-Unis et continueront probablement ainsi. Donc, du point de vue de l'Iran, il me semble que le cessez-le-feu fonctionne mieux pour eux que pour les États-Unis, car la pression liée à une éventuelle baisse de l'approvisionnement en pétrole demeure, et les Iraniens peuvent fermer le détroit quand ils le souhaitent. Et ils le feront probablement dès que le cessez-le-feu prendra fin. Mon attente, eh bien, je ne vois pas pourquoi pas. Je veux dire, j'essaie simplement de me mettre à la place des Iraniens. Tu as raison, parce qu'ils l'ont mentionné aujourd'hui, le point que tu viens de soulever, qu'à la fin du cessez-le-feu, tout va se terminer. Ils vont le refermer. Oui, pourquoi abandonnerais-tu cet atout que tu détiens, compte tenu du manque de sincérité du comportement américain et israélien à ton égard? Et après avoir subi toutes ces sanctions économiques, ces attaques militaires et ces pertes humaines, pourquoi ne reviendrais-tu pas simplement à une guerre totale?
d'autant plus que c'est toi qui en tireras le plus grand bénéfice. Tu pourras remettre la pression et ce sera tout aussi terrible. En réalité, ce sera encore pire, car les défenses aériennes n'ont jamais eu de capacité significative contre les missiles balistiques, mais elles disposaient d'une certaine efficacité contre les drones, puisque ceux-ci se déplacent lentement et constituent des cibles viables. En fait, ils sont un peu plus faciles à viser, un peu plus faciles à viser lorsqu'on peut les voir, que les avions. Ils ne sont toutefois pas forcément plus faciles à détecter, car lorsqu'ils volent à basse altitude, leur surface équivalente radar est réduite. J'ai expliqué lors de la dernière session pourquoi, à basse altitude, les radars subissent un phénomène appelé clutter, qui provient des réflexions sur le sol, les bâtiments et les vagues lorsqu'on arrive par la mer. Et ces réflexions sont très importantes par rapport à la réflexion provenant du drone, ce qui rend extrêmement difficile de repérer ces engins à une distance suffisante. Au moment où on les voit, il est également très difficile de diriger des intercepteurs contre eux. Et bien sûr, maintenant que vous manquez d'intercepteurs, vous n'avez plus de ressources pour arrêter ces drones, et ils s'améliorent constamment. Vous savez, ils disposent désormais d'une communication bidirectionnelle sans entrave, ce qui permet littéralement à une personne assise en Iran de voir exactement ce que la caméra du drone filme et de le piloter en temps réel. Je veux dire, cette capacité de communication supplémentaire est désormais intégrée à probablement tous les drones les plus modernisés. Et vous savez, quand on dispose de cette capacité, on peut infliger des dégâts à tout ce qu'on choisit. L'ogive n'est pas aussi puissante, mais cela n'a pas d'importance, car on peut frapper exactement là où on le souhaite. Les dégâts causés par l'ogive peuvent être amplifiés. Et si l'on veut provoquer des zones de destruction plus étendues, on peut faire intervenir plusieurs drones. Comme on sait où les premiers drones ont frappé, on peut cibler très précisément les zones où l'on veut accroître ou concentrer les dégâts. Ce n'est donc pas une situation gagnable du point de vue des Israéliens ou des Américains. Je pense que ce cessez-le-feu ne va pas fonctionner. Ce serait bien s'il le faisait, mais il faut qu'il fonctionne. Et il n'y a tout simplement aucune chance que ce soit le cas. À moins que les Américains et les Israéliens ne trouvent un moyen de garantir aux Iraniens qu'on les laissera tranquilles à l'avenir, rien ne changera. Si j'étais Iranien, mon attitude serait simplement celle que je crois être l'attitude iranienne. J'ai du temps. J'ai désormais une quantité infinie de temps. J'ai assez de drones pour continuer aussi longtemps que je le souhaite. Vous savez, j'en ai des milliers, peut-être même des dizaines de milliers. Si je n'en ai pas encore des milliers, j'en aurai, car je peux en construire très rapidement. Les missiles balistiques sont un peu plus difficiles à fabriquer à court terme, mais je peux tout de même en produire un nombre significatif au fil du temps. Et je reçois sûrement de l'aide des Russes et des Chinois. Ainsi, ma capacité à construire, si elle est actuellement limitée, verra ses limitations s'atténuer. Elles deviendront moindres et moins problématiques. Les Russes ont un fort intérêt à apporter leur aide aux Iraniens, ne serait-ce que parce que les Israéliens ont clairement fait savoir aux Américains « Vous fournissez tous ces missiles à l'Ukraine et ces missiles sont ensuite utilisés pour nous attaquer en Russie et nous ne le tolérerons pas. » Et les Russes ont été très clairs. Si une situation se présente où ils peuvent aider quelqu'un à attaquer les intérêts américains, ils le feront. Ils l'ont dit sans ambiguïté. Donc, l'idée que quelqu'un soit soudainement surpris que les Russes fassent cela est ridicule.
Je veux dire, les choses vont devenir bien pires en Ukraine, parce qu'il n'y a plus de munitions pour l'Ukraine non plus. On ne peut tout simplement pas expédier ce qu'on ne possède pas. Et c'est ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Vous savez, tous les indicateurs vont dans la mauvaise direction du point de vue américain. Et Trump, même avec sa compréhension limitée du monde, doit le voir. Il y a des preuves qu'il le voit effectivement. Maintenant, c'est un mégalomane. Il souffre probablement d'une forme de démence, sinon ça pourrait être lié au stress. Mais cela pourrait aussi être de la démence. Cela pourrait être physique, simplement à cause de son âge, qui est le même que le mien d'ailleurs. Donc peut-être que je vais moi aussi souffrir de démence bientôt. Comme ta fierté. Mais il a Netanyahou à ses côtés, qui est tout aussi fou que lui, mais d'une autre manière. Pourtant, tu sais, Netanyahou n'a aucun intérêt à aider Trump. Absolument aucun. Il se servira de Trump et le jettera dès qu'il le pourra. Son problème, c'est qu'il a besoin de Trump et qu'il ne peut pas aller trop loin et provoquer une réaction de sa part. Mais Trump, en revanche, est sous l'influence de l'American Israeli Public Affairs Committee, l'AIPAC, et de ces juifs ultra riches, qui sont ultra... Je n'aime pas utiliser le mot sionisme, mais je pense que c'est le bon terme. Les ultranationalistes qui sont prêts à littéralement assassiner toutes sortes de personnes innocentes, des familles, des enfants, et, vous savez, sans même parler des femmes et des hommes, mais je veux dire, c'est tout simplement terrifiant, cette attitude qu'ont ces gens. Et étant donné qu'ils ont cette attitude, qu'ils disposent de beaucoup d'argent et peuvent influencer de manière spectaculaire la prise de décision politique aux États-Unis, nous avons un système politique américain qui accorde la priorité aux conceptions israéliennes de la sécurité d'Israël plutôt qu'aux conceptions américaines de ce que devrait être la sécurité des États-Unis. Je veux dire, ce que nous faisons actuellement, ce que nous, Américains, faisons, n'est clairement pas dans l'intérêt de notre sécurité nationale. Vous savez, nous sommes en train d'aliéner tous nos alliés. Nous dépensons des munitions que, si l'on veut soutenir que nous avons des besoins légitimes de défense, nous épuisons en les donnant à ces Israéliens absolument maniaques qui bombardent des civils innocents. Ce n'est pas dans l'intérêt des États-Unis. Et c'est contraire à l'éthique judéo-chrétienne qui, soit dit en passant, d'après les relations de mes amis avec des personnes musulmanes, et j'ai d'ailleurs plusieurs amis musulmans, n'est pas très différente des principes musulmans de moralité, de bonté et de générosité. Cela contredit donc toutes les valeurs morales de chacun, quelle que soit sa religion. Et pourtant, nous le faisons. Nous sommes des co-belligérants. Et vous savez, je ne vois pas comment cette situation pourrait durer. J'espère simplement me tromper. Mais quand je dis que j'espère me tromper, je veux dire que j'en déduis que ce problème, celui de l'Iran constamment attaqué, à la fois économiquement et militairement, sera résolu. Donc, si je me trompe et qu'il y a, disons, un cessez-le-feu qui se maintient et que l'Iran atteint les objectifs raisonnables qu'il vise, très bien. Je pense que ce serait bon pour tout le monde. Bon pour le monde. Si les Israéliens n'aiment pas ça, tant pis. Vous êtes un petit pays. Vous survivez parce que les Américains ont cette préoccupation constante de vous financer et de vous soutenir. Vous vous êtes comporté de manière criminelle. Le pays s'est comporté de manière criminelle. Et il est grand temps que vous reconnaissiez vos torts et que vous commenciez à agir comme un membre responsable de la communauté mondiale. Donc vous savez, je ne pense pas que ça va arriver. J'espère me tromper. J'espère vraiment me tromper, mais je ne pense pas que cela va arriver. Et si ce n'est pas le cas, nous allons recommencer. Les Iraniens vont recommencer.
Voilà donc ma meilleure estimation de ce qui se passe actuellement de la situation. What's going on now of what the situation is. Il y a des informations, Ted, selon lesquelles les États-Unis se prépareraient à une attaque massive contre l'Iran dans les prochains jours. On dit cela parce que les États-Unis ont déplacé et envoyé beaucoup d'armes, plus de 75 vols logistiques américains vers le Golfe, depuis le début du cessez-le-feu, selon les rapports. Alors, sur la base de ce qui s'est passé jusqu'à présent sur le plan militaire, quel est leur objectif si cela se produit? I don't know what they're going to bomb. They're going to bomb more hospitals. Je ne sais pas ce qu'ils vont bombarder. Ils vont bombarder encore plus d'hôpitaux, encore plus d'écoles de filles. Enfin, qu'est-ce que ces gens pensent faire? La véritable capacité militaire de l'Iran en ce moment se trouve entièrement dans des tunnels souterrains. Il n'y a aucun moyen d'atteindre ces tunnels. Vous savez, j'ai étudié les tunnels parce que je crois avoir mentionné que je faisais partie de ce comité étrange du département de l'énergie qui s'était penché sur la question dans les années 80, bien avant qu'il soit question de l'Iran ou de quoi que ce soit de ce genre. C'était simplement une préoccupation générale liée au fait que nous avons toutes ces autres personnes, ailleurs, qui ont des tunnels. We have all these other people out there, they have tunnels. We want to be able to threaten them. And it was just Nous voulions pouvoir les menacer, et c'était tout simplement ridicule. Il n'existait aucune technologie capable de le faire. C'était un énorme gaspillage de l'argent des contribuables américains et des études absurdes que j'ai critiquées au point qu'ils m'ont exclu du comité. Mais il n'y a aucun moyen d'atteindre les tunnels. Et l'Iran a réalisé un travail d'ingénierie spectaculaire. Tout a été soigneusement pensé. Chaque fois que je vois l'une de ces photos, je me dis « Waouh, ces types savaient ce qu'ils faisaient ». Et il sera impossible de détruire ces tunnels, étant donné que ceux qui les ont construits savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. Il n'y a tout simplement pas moyen d'y échapper. Et tant qu'ils disposent de ces tunnels, ils peuvent y fabriquer des choses. Ils peuvent continuer à stocker tout ce qu'ils produisent. Ils peuvent continuer à lancer des missiles. Vous pouvez attaquer les sorties, et ensuite ils peuvent relancer plus tard. Vous savez, il n'y a tout simplement aucun moyen de les arrêter. Donc du point de vue iranien, je ne sais pas ce que cette attaque massive est censée accomplir. Je n'ai aucune idée de ce que vous comptez creuser, à moins que vous ne vouliez simplement commettre davantage de meurtres d'innocents et attaquer encore plus d'universités. Et vous savez, enfin, attaquer des universités, bon sang, je veux dire des écoles. Qu'est-ce que vous croyez faire? Je veux dire, tu sais, si tu essayes de gagner une guerre ou de détruire la société à laquelle tu t'opposes, il n'y a aucune défense morale à cela. Il n'y a aucun moyen de le justifier moralement. Donc, je ne sais pas si une nouvelle attaque est en préparation. Les preuves semblent certainement aller dans ce sens, mais je ne sais pas ce qu'ils vont attaquer. Allons-nous simplement continuer à détruire des hôpitaux et des écoles, en espérant que les gens seront assez révoltés pour arrêter? Ça ne va pas arrêter les Iraniens. Ils savent qu'ils se battent pour leur survie, et ils encaisseront la douleur. Ce sont des gens endurants. Ils ont traversé beaucoup d'épreuves. Ils ont des milliers d'années de civilisation dont ils sont très fiers. J'ai des amis iraniens, ils sont très fiers de leur civilisation. C'est important, car cela fait partie de la culture, de l'état d'esprit. Vous n'allez pas pousser ces gens à se rendre. Impossible. Tout ce que vous allez faire, c'est tuer davantage de personnes, dépenser plus de munitions, sans aucun effet. En fait, l'effet le plus probable, c'est que les Iraniens redoubleront d'efforts pour maintenir la pression à travers ces attaques de missiles balistiques et de drones. Il me semble que c'est la réaction la plus naturelle qu'ils auront. Oui. L'autre point, Ted, qui fait partie de ton travail et que tu comprends bien, c'est l'utilisation des armes nucléaires et la menace de les utiliser.
Tu sais, cette guerre a commencé sur cette base. Et Donald Trump n'a cessé de dire que nous voulions nous débarrasser de l'Iran parce qu'il était sur le point de produire des armes nucléaires. Il est même allé jusqu'à attaquer le pape en disant que le pape ne comprenait pas, que nous avions attaqué l'Iran parce qu'il était sur le point de produire des armes nucléaires. C'est pour cela que nous avons attaqué l'Iran. Je crois que le président, corrigez-moi si je me trompe, mais j'avais cru comprendre qu'il disait maintenant qu'il n'y avait plus d'armes nucléaires dont il fallait s'inquiéter. Il n'a pas changé d'avis sur ce point récemment. Soit il y a des armes nucléaires dont il faut se préoccuper, soit il n'y en a pas. Enfin, de quoi parle-t-il exactement? J'ai raison, non? Il me semble avoir entendu ça l'autre jour. J'ai beaucoup voyagé. Je viens juste de descendre d'un avion hier. Il parle littéralement du fait que l'Iran construisait des armes nucléaires, qu'il les a attaquées et qu'ils ont tout détruit. En ce moment, c'est à cause de cette attaque. Oui, ils pouvaient tout accomplir avec leur temps. Et le pape ne comprend pas cela. C'est pourquoi il s'est disputé avec le pape. Il a dit, « Si je n'étais pas le président des États-Unis, tu ne serais pas à ta place. » C'est incroyable. Toute l'affaire Donald Trump. Mais en considérant le « oui », vas-y. Non, je veux dire, c'est juste que, tu sais, il n'y a pas un seul dirigeant religieux au monde que ce type n'est pas encore mis en colère. Peu importe à qui tu parles, juifs progressistes, catholiques, musulmans, personnes de confession islamique, c'est incroyable. Il est juste, enfin bref, je veux dire, tout son soutien politique a presque disparu. Il ne lui reste qu'un pourcentage très très faible de personnes qui le soutiennent. Et les élections au Congrès sont imprévisibles, mais je n'exclus pas que les démocrates reprennent le Sénat en plus de la Chambre. La Chambre, pour moi, c'est... Il n'y a rien à dire. Ce sera un raz de marée. Les républicains vont perdre énormément de sièges à la Chambre. Mais s'ils perdent aussi le Sénat, ce qui est un résultat moins certain, ce sera vraiment mauvais pour la présidence Trump, car je pense qu'il sera destitué par ce nouveau président si la Chambre et le Sénat basculent. Il pourrait échapper aux conséquences de la destitution, mais je n'en suis plus si sûr ces temps-ci, car les gens en ont vraiment assez. Et il a ses propres partisans MAGA. Vous savez, le mouvement Make America Great Again. Ils sont étonnamment fidèles à leurs principes. Je veux dire, je ne suis pas d'accord avec grand-chose de ce que défend MAGA, mais je dois leur reconnaître le mérite de rester fidèles à leurs convictions. Et leurs principes incluent l'absence de nouvelles guerres. Plus de dépenses du Trésor national pour des guerres qui ne nous mènent nulle part et ne font que nous appauvrir, nous faisant perdre notre capacité à agir dans le monde. Et ils sont en colère à ce sujet. Et ils ont raison de l'être. Encore une fois, vous savez, je peux être en désaccord avec des gens. Mais je suis, vous savez, quelqu'un qui croit fermement qu'il faut respecter les opinions des autres, à moins qu'ils ne parlent de haine, de bigoterie ou, vous savez, de violence. Là, je ne peux pas être d'accord. Mais si vous parlez de quelque chose avec lequel je suis fondamentalement en désaccord, eh bien, vous savez, je suis un citoyen américain. Si vous êtes un citoyen américain et que vous avez ce point de vue, je débattrai avec vous. Et il se peut qu'au final, nous ne soyons pas d'accord. Mais je ne vais pas vous détester. Je ne vais pas te traiter comme un criminel, à moins que tu ne défendes des choses criminelles. Donc, tu vois, c'est mon attitude envers les citoyens américains avec qui je débat ou que je côtoie. Et tu sais, je n'aime pas cette habitude de dire « cette personne est pro-MAGA, donc elle est immorale, monstrueuse ». Ces gens ont simplement des jugements différents des miens sur certains sujets. Je ne partage pas ces jugements, mais tu sais, nous sommes des citoyens qui essayons de trouver notre chemin
pour construire un pays juste et équitable pour un grand nombre de personnes. Et nous n'avons pas encore ce pays. Je veux dire, si je regarde par exemple la direction de la Chine, c'est un État autocratique. Donc si j'ai une maison et que les Chinois veulent construire une autoroute qui passerait là où se trouve ma maison, je n'ai pas beaucoup d'options pour les en empêcher. J'en aurais aux États-Unis. Je ne réussirai peut-être pas, mais je peux le faire. L'État autocratique me donnera de l'argent, ce qu'il considère comme une somme équitable. Je le sais avec certitude, car j'étais en Chine à parler avec des gens qui vivaient cette situation. Certains de mes anciens étudiants m'ont emmené dans la campagne chinoise parce que je voulais voir des Chinois ordinaires. Ils m'ont conduit dans un endroit où tout le monde allait être déplacé. Ils n'avaient pas peur du gouvernement. Ils se plaignaient simplement. Ils n'ont pas dit qu'ils refuseraient d'obéir ou qu'ils remettraient en question le droit du gouvernement de le faire, mais ils parlaient librement. Ils recevaient une certaine somme d'argent et des logements de remplacement. Ils n'aimaient pas cela, mais vous savez, le pays est une autocratie et ils pouvaient le faire. D'un autre côté, l'autocratie, le pouvoir en place, cherche à améliorer la situation économique et les opportunités de chacun dans le pays afin d'aider tout le monde à vivre une vie meilleure. C'est l'objectif. Et si l'on regarde ce que fait l'autocratie, elle augmente arbitrairement les salaires pour tout le monde, simplement parce qu'elle le veut. Elle dit par exemple, « Nous avons atteint un point où nous devrions augmenter les salaires pour que les gens aient plus d'argent à dépenser en biens de consommation. » Ce n'est pas ce qui s'est passé aux États-Unis. Ce qui s'est passé ici, c'est que nous avons adopté une loi qui a donné encore plus d'argent à ceux qui n'en avaient pas besoin, tous ces milliardaires, au détriment des services de santé et de la sécurité financière des citoyens. Et ce n'est pas un gouvernement qui agit dans le meilleur intérêt de son peuple. Alors tu peux me dire, « Oh, nous sommes meilleurs parce que nous sommes libres », quoi que cela veuille dire. Je ne sais pas ce que libre signifie dans ce cas. Je veux dire, je suis libre dans le sens où personne ne va venir défoncer la porte de ma maison, entrer, me passer à tabac et m'arrêter. Cependant, je suis instruit et je suis blanc. Si je n'étais pas blanc, laissez-moi vous dire, j'ai des amis qui sont noirs. Je ne dis pas ça pour la forme. J'ai de vrais amis noirs depuis de nombreuses années. Et vous savez, ils ne ressentent pas les choses de la même manière. Et ils ont raison. Il y a des preuves qui le montrent. Alors, c'est quoi toute cette histoire de liberté contre autocratie? C'est tout simplement ridicule. Je veux dire, il y a des différences. Je préfère ma société au fait de vivre en Chine, si c'était mon choix, mais je ne suis pas chinois. Je ne suis pas le produit de leur culture. Je ne parle pas leur langue. J'ai beaucoup de respect pour leur culture et pour eux. Mais, vous savez, les États-Unis, c'est chez moi. Je suis américain. Et comme je plaisante souvent avec tous mes amis étrangers, je suis un redneck américain. Mais vous savez, cela n'a rien à voir avec la liberté et la démocratie contre l'autocratie, ces absurdités que ce type Mike McFaul débite sans arrêt. Franchement, c'est ridicule. Il dirige un centre qui n'a rien de libre. Il dirige un centre qui est un véritable trou académique, littéralement. Il est impossible d'y mener un débat ouvert. Mais lui, il est pour la liberté. Je n'ai jamais rien vu d'aussi répressif dans toute ma carrière au sein d'une institution universitaire américaine. Mais lui, il est pour la liberté. Voilà donc la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ouais, Oui, vous pouvez passer à la deuxième partie de notre discussion. Oui, et j'allais dire, en parlant de liberté et d'intégrité académique, que j'ai vécu une expérience assez particulière lors de mon voyage en avion depuis l'Allemagne.
Les avions disposent désormais d'un accès Internet plutôt correct. Donc, j'étais assis là, et la première chose que je vois, c'est un article qui venait d'être publié par le Bulletin of the Atomic Scientists. Pour être honnête, c'était tellement inexact que c'était même pas faux. C'était simplement dénué de toute valeur. Et bien sûr, un jour plus tard, je vais vous le montrer dans quelques diapositives, je reçois un courriel m'expliquant que le bulletin est une source experte d'informations scientifiques et que je devrais leur donner de l'argent parce qu'ils possèdent une véritable expertise et qu'ils informent notre société sur les questions cruciales de sécurité nationale dont nous devrions tous nous préoccuper. C'est donc un ensemble de questions assez intéressantes qui se sont posées. Permettez-moi, pourquoi ne pas simplement montrer la première diapositive? Très bien, il y a de graves erreurs et des informations trompeuses dans cet article du Bulletin of the Atomic Scientists à propos d'une fausse alerte survenue en 1995 en Russie. C'était une alerte, j'en parlerai plus en détail selon le temps dont nous disposons. Et l'article ne disait rien de correct à propos de cette fausse alerte. Rien du tout. Il ne donnait aucune information sur ce qu'était réellement cette fausse alerte. À la place, il contenait toutes sortes de discussions sur la manière dont cette fausse alerte se serait produite, alors que les Russes perdaient une guerre en Tchétchénie, sur la récession économique russe. Toutes ces choses qui n'avaient absolument rien à voir avec la fausse alerte étaient d'une manière ou d'une autre intégrées à l'article, comme si elles y étaient liées. C'était tout simplement incroyable, une incroyable fabrication de choses sans rapport qui auraient pu se produire en même temps, mais n'avaient rien à voir avec la fausse alerte. C'était vraiment remarquable. Maintenant, pour être tout à fait juste, je veux prendre un moment pour souligner que cet article a été écrit par deux personnes très jeunes, très débutantes. Je ne vais pas beaucoup parler d'elles, mais je suis un peu inquiet, honnêtement, parce qu'elles ont fait un très mauvais travail. Je me sens mal pour elles, car ce sont de jeunes chercheurs et on pourrait dire qu'ils auraient dû savoir mieux faire. Mais ma première question, puisque je suis enseignant, est la suivante. Comment leurs superviseurs ou les personnes avec qui ils travaillent ont-ils pu les laisser faire cela? Quel a été leur rôle? Je veux dire, l'un d'eux vient de Princeton. Il travaille pour une sorte d'ONG. Eh bien, peut-être. Mais l'un d'eux vient de Princeton, du programme Science and Global Security, qui, si vous regardez mon profil Google, affirme à tort que j'ai été exclu du programme. En réalité, j'ai démissionné du programme après qu'il a commis un acte contraire à l'éthique, une question académique dont je pourrais parler. J'ai donc démissionné par protestation, même si j'avais siégé au conseil de ce programme pendant 30 ans. Ce n'était donc pas comme cela a été présenté dans mon « Eh bien, je devrais passer tout mon temps à corriger ces fausses déclarations qui se retrouvent, vous savez, sur Wikipédia. » C'est vraiment troublant. Mais enfin, cet article était tout simplement ridicule. Passons donc à la deuxième diapositive. L'article était erroné. Il a été publié le 13 avril. La diapositive suivante montre ce que j'ai reçu le 14 avril, le lendemain. Cher Ted, dans un monde confronté à un risque nucléaire croissant, à une perturbation climatique accélérée et à des avancées technologiques rapides, avoir accès à une information claire et crédible n'a jamais été aussi essentiel. Le bulletin est reconnu pour son journalisme scientifique et rigoureux, et nos programmes en ligne et en présentiel complètent notre couverture afin d'analyser des enjeux complexes et urgents. Pourtant, cet article est totalement, comme je l'ai dit, il n'est même pas faux. Il n'en est même pas proche. Mais nous n'en avons pas encore fini. Pour soutenir ce travail et faire progresser des solutions concrètes, nous avons besoin d'un effort collectif de tous.
We need an all-hands-on-deck effort. You can help strengthen this movement. Vous pouvez contribuer à renforcer ce mouvement. Voilà donc ce que je reçois un jour après la parution de cet article, totalement trompeur, rempli de fausses informations. Passons à la diapositive 4. Voici juste le début de l'article, tel qu'il a été présenté. L'article comporte une photo somptueuse que vous voyez ci-dessous. La photo, c'est la première chose que l'on voit dans l'article, indique que la fusée, celle dont il est question, et qui aurait provoqué la fausse alerte, a transporté des instruments sur environ 200 miles, soit 320 km dans l'atmosphère. Ce n'est pas du tout exact, c'est tout simplement faux. Cette fusée est montée à une altitude très élevée, presque 1400 km. C'était extrêmement haut, complètement déformé dans la manière dont ils l'ont décrite. C'est l'élément d'information pertinent concernant cette trajectoire, car les Russes n'avaient jamais vu un lancement de fusée depuis cet endroit précis qui soit monté aussi haut. Ce qui a déclenché l'alerte, c'est le fait que la fusée soit montée beaucoup plus haut que tout ce qu'ils avaient observé auparavant. Cela n'avait rien à voir avec le fait qu'elle ait parcouru 200 000 latéralement. Je veux dire, c'est totalement trompeur. Alors, si nous passons à la diapositive 4, vous pouvez voir qu'elle est légèrement agrandie, et la diapositive 5, je suis désolé. Très bien. Voici donc un article du bulletin. Maintenant, laissez-moi résumer à nouveau les affirmations. Vous allez sur le site du bulletin, vous leur donnez de l'argent, en fait. Oh, d'ailleurs, on m'a dit il y a quelques années que je n'étais pas acceptable comme auteur pour le bulletin. Alors, j'ai arrêté d'écrire pour eux. J'aurais de toute façon arrêté à cause de ces articles. Mais on vous dit, donnez-leur de l'argent, parce que vous savez, ce sont les gens qui détiennent la vérité. Ce sont des scientifiques, des experts. Et parce qu'ils sont scientifiques et experts, ils vous donnent des informations qui vous aident à être un citoyen responsable du monde et des États-Unis. Et pourtant, rien dans cet article n'est correct concernant la cause de cette alerte. Il parle de choses étranges comme... J'avais quelques notes ici pour m'en souvenir. C'était tellement bizarre que je ne me rappelle même pas tous les détails qu'il mentionne. Il montre une incompréhension totale des systèmes d'alerte précoce par satellite. Il parle de contraintes concernant la fourniture d'informations sur le lancement de vos missiles à cause de ce qu'ils appellent le queuing. Mais il n'y a aucun moyen que les satellites utilisent le queuing. Les satellites sont conçus pour observer la Terre entière. Vous n'avez pas besoin d'être guidé. Si quelqu'un vous dit qu'un lancement va avoir lieu et que vous disposez d'un satellite capable d'observer la planète entière, comme les États-Unis en ont, vous le voyez. Vous voyez le lancement. Vous n'avez pas besoin d'être guidé vers lui. Vous voyez simplement le lancement parce que vous surveillez la Terre entière. C'est ridicule. Pourquoi le queuing serait-il un problème? Tout cela est inventé de toutes pièces, révélant une incompréhension totale des faits les plus élémentaires sur le fonctionnement des systèmes d'alerte précoce et utilisant ensuite ces faits déformés pour formuler des propositions totalement absurdes. Alors, ceci est vraiment... Bon, d'accord, c'est un article. Rappelez-vous, c'est une bonne diapositive. Souvenez-vous, c'est une revue. Elle a un rédacteur en chef. Il s'appelle John Mecklin. Le rédacteur en chef décide de ce qui est publié. Il a la responsabilité de déterminer si un article est exact ou non. Même un article de journal passe par un certain niveau de relecture. Au moins, on essaie d'avoir la bonne date. Donc, juste par curiosité, j'ai fait une recherche sur Google. Je me suis dit, et si je devais écrire un article à ce sujet sans rien y connaître? Alors, j'ai demandé à Google, quelle a été la cause de la fausse alerte russe de 1995? Eh bien, je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais en gros, la recherche Google donne toutes les bonnes réponses.
In other words, if you looked up to Google, if you did En d'autres termes, si vous faisiez simplement une recherche sur Google, vous obtiendriez des informations raisonnablement exactes. some minor details that are not quite Il y a quelques détails mineurs qui ne sont pas tout à fait corrects, mais je suis un expert dans ce domaine. J'ai passé des années à travailler sur ce problème précis. references to articles. Vous trouvez également des références à des articles. Norwegian rocket incident. Vous voyez sur la droite l'article Wikipédia sur l'incident de la fusée norvégienne. L'article Wikipédia est très complet. Vous trouvez un article de l'Union of Concerned Scientists, ainsi qu'un article que j'ai coécrit il y a plus de, cela doit faire 25 ans, False Alarm Nuclear Danger, de Jeff Forden, Pavel Podvig et le professeur Ted Postol. Theodore Postal. Il vous suffit de lire ces articles et vous sauriez tout ce qu'il faut savoir à un niveau raisonnablement compétent sur la façon dont cette fausse alerte s'est produite. Reasonably competent level about how this false alert occurred. You got nothing. If you list Tu n'as rien fait de mal. Si tu avais cru à quoi que ce soit de ce que cet article du bulletin affirmait, tu n'aurais aucune idée de ce dont tu parlais, et tu te tromperais dans tout ce que tu disais et proposais. C'est à ce point frappant. Donc, si tu veux voir à quel point c'est frappant, sur la diapositive suivante, je te montre simplement la page Wikipédia. Elle est assez longue, mais tu peux y voir une image de la fusée qui a été lancée, ainsi qu'une carte. Aucune de ces choses ne figure dans l'article du bulletin, indiquant le point de lancement. Et si tu lisais cela et le prenais au sérieux, tu en saurais infiniment plus que les auteurs de l'article, car il est évident qu'ils ne comprennent pas ces faits et informations de base. It's clear they don't understand all of these basic facts of information. They didn't even check Wikipedia. Ils n'ont même pas consulté Wikipédia. Maintenant, pour souligner cela davantage, si nous passons à la diapositive suivante, cela vient de l'article Wikipédia. Je ne vais pas le parcourir, mais il montre d'autres articles que vous pouvez consulter et qui parlent de cette fausse alerte. Et pourquoi rédiger un article sans aucune connaissance, même pas une compréhension de base, du fonctionnement des satellites, alors que le sujet concerne les satellites d'alerte précoce, puis le publier? Et comment l'éditeur de la revue, M. Mecklin, qui prétend être lui-même un expert, d'ailleurs, ce n'est pas quelqu'un que j'apprécie particulièrement, donc je vais parler franchement, peut-il être aussi incompétent sur le plan technique? Sa parole ne vaut rien. J'ai eu affaire à lui en tant qu'éditeur. Il vous disait une chose et en faisait une autre. Il essayait de vous induire en erreur lorsqu'il éditait un article. He would try to mislead you when he was editing an article. I mean, this is not, I've never dealt with an editor who did this. Je veux dire, je n'ai jamais eu affaire à un rédacteur en chef qui ait fait ça auparavant. Ce type est unique. Et ensuite, il publie cet article, qui était clairement même pas... Un enfant aurait pu vérifier les faits de cet article et constater que c'était du pur non-sens. Un enfant. Vous prenez un bon lycéen qui sait utiliser, vous savez, ChatGPT ou autre chose, et il saurait que cet article est absurde. C'est le Bulletin of the Atomic Scientists. Il se présente comme une organisation d'experts, se vantant d'être une source scientifique et de sécurité nationale de sagesse, et il publie du pur non-sens. Du pur non-sens. Si vous allez à la diapositive 9, c'est juste une image d'un autre article que j'ai écrit à ce sujet il y a 10 ans. Mais la diapositive 10 présente quelques points que je veux aborder. But slide 10 gives you some points that I want to make. First of all, what is the problem and Tout d'abord, quel est le problème et comment peut-il être résolu au bulletin? Le bulletin a une longue histoire. J'écrivais pour le bulletin il y a plus de 40 ans. À cette époque, des personnes sérieuses s'occupaient de sa supervision. Aujourd'hui, c'est un club social. Un club social composé de gens qui se disent qu'ils sont de bonnes personnes, tu vois, qu'ils en savent plus que toi et moi, et qu'ils vont nous expliquer comment gérer le monde et faire de bonnes choses pour éviter qu'il ne soit détruit par la guerre nucléaire ou le changement climatique, que je mentionnerai brièvement. Donc, premier point, cet article n'est qu'un exemple du type de texte publié régulièrement par le bulletin, où la précision scientifique et le contenu sont soit erronés, soit totalement dépourvus de valeur.
this is only one article. I could come up with zillions. Ceci n'est qu'un seul article. Je pourrais en trouver des millions d'autres. Et je vais essayer de parler au conseil du bulletin. Donc, je le dis publiquement. Si je ne parle pas au conseil du bulletin, ce n'est pas parce que je ne le veux pas. C'est parce qu'ils ne veulent pas me parler. Je suis un scientifique d'une certaine réputation et je pense pouvoir leur dire des choses qu'ils devraient vouloir savoir. Donc, j'ai l'intention de parler au conseil. Nous verrons si cela se produit. Vous pourrez m'en reparler un jour. Très bien, le bulletin. Je sais avec certitude que le bulletin n'a aucun processus de relecture des articles. Aucun. Or, tout journal qui prétend être un journal scientifique dispose d'un processus de relecture approfondi. Et la raison pour laquelle on fait cela, c'est que même si l'on est un expert, on veut l'avis d'un autre expert. You want another expert. I've always endured. In fact, the reason I was told to go, that they will not, that the editor, Mr. Mecklin, will never, doesn't want me to deal with, doesn't want to deal with me ever again, was because I was insisting that he get an article he didn't want to publish reviewed. Then it turned out he lied to me. Incidentally, I have all the emails, so if anybody wants them. He lied to me about the review process because he didn't get reviewers. And then he tried to claim that the review process... C'est une blague à peine croyable. L'identité du rapporteur est généralement cachée à l'auteur pour des raisons évidentes, mais on ne garde pas le rapport lui-même secret. Le rapport doit être partagé. You don't keep the review secret. The review has to be... In fact, I resigned... En réalité, j'ai démissionné du groupe de Princeton parce que j'ai découvert qu'ils avaient utilisé une lettre diffamatoire contre moi. Une lettre qui leur avait été envoyée en secret à mon sujet et à propos de l'article que j'essayais de publier, et qu'ils ne m'en avaient jamais parlé, ni informé qu'ils s'en servaient pour leur évaluation. J'ai dit, si vous faites cela, vous violez les principes de l'évaluation par les pairs. Cette lettre contenait des affirmations scandaleuses à mon égard. Par exemple, elle prétendait que j'étais un négationniste de l'Holocauste. J'ai fini par mettre la main sur cette lettre. Un négationniste de l'Holocauste, moi. Ce torchon a donc été rédigé et ils l'ont examiné. Ils ont traité cette lettre comme si elle était sérieuse. N'oubliez pas que je faisais partie du comité de rédaction. Je veux dire, dans ce cas, il faut que ce soit séparé parce que je publiais dans la même revue. J'ai siégé au comité de rédaction pendant 30 ans. Les 3 rédacteurs impliqués dans cette affaire étaient tous d'anciens étudiants à moi. Maintenant, laisse-moi te dire, Nima, je ne reçois jamais de lettre disant que Nima est ceci ou cela. Peu importe ce qu'elle dit. Si jamais je reçois une lettre qui circule dans ton dos, je te promets que tu seras la première personne à en recevoir une copie. Ce n'est pas approprié. Ce n'est pas approprié de garder secrètes des calomnies derrière le dos de quelqu'un. Si quelqu'un écrit des lettres secrètes à ton sujet, je me fiche que ce soit vrai ou non. Tu as le droit d'en être informé. Alors, vous savez, c'est le genre de comportement scandaleux auquel j'ai été soumis de la part du bulletin et en fait aussi de la part du groupe de Princeton. Et bien sûr, l'un des auteurs vient de Princeton de ce groupe-là. Bref, revenons à la diapositive 10. Très bien, laissez-moi faire une remarque ici. J'ai également beaucoup travaillé sur le changement climatique. Je n'en ai pas parlé, c'est une autre discussion. Mais je connais assez bien les bases scientifiques du changement climatique. Je peux vous dire que les articles sur le changement climatique publiés dans le bulletin sont presque toujours absurdes ou carrément trompeurs. Et j'ai essayé de le faire comprendre à M. Mecklin parce que je lui disais « Pourquoi ne pas faire intervenir des rapporteurs? Vous vous inquiétez du changement climatique. Très bien. Faites relire les articles que vous publiez par des personnes qui connaissent réellement quelque chose à la science, au lieu de diffuser n'importe quelle ineptie écrite par quelqu'un dont les préoccupations reposent sur l'ignorance.
Les articles sont généralement exactement cela, une inquiétude enracinée dans l'ignorance de leur auteur. Oh, je ne comprends pas pourquoi il fait ce temps aujourd'hui. Ce doit être le changement climatique. C'est incroyable. Ainsi, ce bulletin vous dit, comme vous l'avez vu dans la lettre que je vous ai montrée, qu'il parle de sécurité nucléaire, de guerre nucléaire et de changement climatique, sans qu'aucune de ces publications ne soit appuyée par une quelconque expertise académique ayant examiné ces articles. C'est simplement ce que M. McClellan décide de publier sans supervision d'aucune autre partie du bulletin. Donc cela concerne le comité consultatif scientifique du bulletin. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ils ne font rien. J'ai rédigé l'article sur le comité consultatif scientifique il y a quelques années, avant qu'ils ne me mettent dehors. Et j'ai dit, vous ne publiez pas d'informations exactes sur le changement climatique. Voici quelques articles dont vous devriez prendre connaissance. Je leur ai envoyé des articles scientifiques évalués par des pairs. Et j'ai reçu une lettre du type qui était alors le président, Bob Rosner, un professeur éminent de politique publique à l'université. Il est éminent, mais je ne trouve aucun article de ce type sur la politique publique. Aucun. Mais c'est un professeur éminent et il me répond, « Eh bien, j'ai parlé à quelques-uns de mes amis et ils ne sont pas d'accord. » Eh bien, moi je suis scientifique. Vous êtes censé être scientifique. Que voulez-vous dire, vos amis? Avec quoi ne sont-ils pas d'accord? Voilà donc le comité consultatif scientifique. Ils ont bien quelques personnes, des chercheurs potentiels, des gens qui pourraient être relecteurs. Mais si vous devez évaluer un article en dehors de votre domaine, il faut travailler un peu. Vous avez la formation nécessaire. Si vous êtes un scientifique bien formé, vous pouvez y arriver. Beaucoup des choses dont j'ai parlé au fil des années où j'ai travaillé sur le web, je les ai apprises de cette manière. Je suis un scientifique bien formé. Je peux aller chercher une information et la comprendre très rapidement, car j'ai la base technique nécessaire pour saisir quelque chose qui prendrait beaucoup de temps à une personne sans cette formation. Et c'est une bonne chose pour moi, franchement, car cela élargit ma compréhension de toutes sortes de questions que je devrais connaître, même si nous avons tous des limites de temps et d'énergie. En même temps, je suis capable de traduire ce matériel en discussions techniques solides et compréhensibles que le public peut assimiler, ce qui aide les gens à prendre des décisions plus éclairées pour eux-mêmes. En d'autres termes, mon objectif est d'aider les gens à comprendre suffisamment les faits de base, exacts, afin qu'ils puissent décider par eux-mêmes quelles options politiques ont du sens. Je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut penser. C'est ma position. Je suis là pour vous aider à comprendre les enjeux, et c'est votre rôle, en tant que citoyen du monde et de votre pays, d'y réfléchir et de décider ce que vous croyez, en fonction de vos valeurs et des valeurs que vous pensez que votre pays devrait défendre, notamment dans la manière dont il aborde un ensemble donné de problèmes. C'est ce que j'essaie de faire. Bref, voilà la situation concernant l'article. Ai-je quelques minutes pour en parler? Oui, nous en avons. D'accord, prenons un peu de recul et parlons de ce qu'était réellement cet événement, car c'est un événement très intéressant. Passons à la diapositive 29. Très bien, il s'agit de l'expérience russe, une fausse alerte le 25 janvier. Si nous passons à la diapositive suivante, toute personne qui a vraiment pris le temps de comprendre cette alerte, ce que j'ai fait, se serait posé la question, pourquoi le chien n'a-t-il pas aboyé? Voici ce qui s'est passé. Une fusée a été lancée. Passons à la diapositive 31. C'était une fusée à 4 étages. Je ne vais pas passer beaucoup de temps à en parler, mais si nous allons à la diapositive 35, nous verrons le profil de vol propulsé de la fusée. En gros,
ce qui s'est passé, c'est que si l'on regarde au-dessus de 50 km, donc l'ensemble des points au-dessus de 50 km, jusqu'à peut-être 100 km d'altitude, Never smart mit Hazes door Fude. What happened is you had a third rocket stage. The first two rocket stages burnt out below 50 kilometers. Les deux premiers étages de la fusée se sont consumés en dessous de 50 km. They're scrounging Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une fusée scientifique. so they can put Les gars qui l'ont construite cherchaient des morceaux de moteur de fusée pour pouvoir envoyer quelque chose à haute altitude dans le cadre d'une expérience ionosphérique, à un coût qu'ils pouvaient se permettre, car ils ne pouvaient pas simplement décrocher le téléphone comme Lockheed et dire « Construisez-moi cet étage de fusée ». Ils ont donc récupéré 2 étages provenant d'anciens missiles solaires, juste pour donner l'impulsion initiale. Ensuite, ils ont eu une véritable fusée, un étage de fusée de la NASA, pour propulser la charge utile d'environ 52 ou 53 km jusqu'à peut-être 100 km, avant que le 4e étage ne commence à brûler. 100 kilometers before the fourth stage began burning. Well, it turns out that if you go to Eh bien, il s'avère que si vous allez à la diapositive 36 et que vous regardez les événements de coupure associés aux missiles balistiques Trident 2 ou Trident I, il y a des événements, je ne vais pas entrer dans les détails, que l'on peut observer sur un radar d'alerte précoce à longue portée. On peut les reconnaître, mais pas les voir en détail. Par exemple, on voit le moteur fusée en train de brûler, car le panache du moteur fusée produit une réflexion radar. Lorsque le moteur fusée s'éteint, le panache disparaît soudainement. On peut toujours voir la fusée. On voit simplement une tache, un point lumineux qui est la fusée. you see a blob, a point of light is the rocket. But you know that the rocket plume was burning. Mais vous savez, le panache de la fusée brûle jusqu'à une certaine altitude, puis il s'éteint. Eh bien, est-ce que ça ressemble à une fusée? Comment dois-je classer cette fusée? Peut-être que c'est un Trident 2, parce que quand je vois cet objet, je ne vois pas les étages inférieurs. La courbure de la Terre m'empêche de les voir, mais je vois l'étage supérieur, et il s'éteint à une altitude qui correspond à la combustion du premier étage d'un Trident 2. Si c'est un radar d'alerte précoce, ce n'est pas une bonne chose. Je veux dire, je ne suis pas vraiment rassuré en voyant cet événement. Donc, si je passe à la diapositive 37, elle montre la trajectoire complète de la fusée. La petite courbe rouge que vous voyez en dessous est l'un des étages inférieurs que je peux voir avec le radar. Maintenant, le radar observe. Malheureusement, je n'ai pas. Passons à la diapositive 40. La diapositive 40 montre le faisceau du radar particulier qui a détecté le lancement. Donc, ce que le radar a vu, c'était un moteur de fusée qui s'est éteint. Il ne pouvait rien voir d'autre à une altitude qui aurait pu correspondre, vous savez, à un missile balistique Trident. Maintenant, pourquoi cela provoquerait-il une alerte? Eh bien, la raison pour laquelle cela pourrait en déclencher une, c'est que si nous passons à la diapositive 44, ma préoccupation serait qu'à l'apogée, si c'était un missile Trident, je ferais exploser une arme nucléaire. Et cette arme nucléaire créerait une couche ionisée dans l'ionosphère, et le radar serait aveuglé. Ce serait comme si je jetais une couverture métallisée sur le radar. Ainsi, le radar ne peut plus voir au-delà de cette couche d'air ionisé à haute altitude. Le résultat net, c'est que je suis pratiquement aveugle. Donc, si nous passons à la diapositive 55, le radar observe. I'm sorry here. If we go to slide 55, the radar is looking out, and there's a layer of ionized air. You see it. Et il y a une couche d'air ionisé. On peut la voir à environ 50 km. On distingue une zone légèrement plate, mais courbée, hachurée. Cela montre le volume de ciel que la détonation nucléaire a ionisé. Au-delà de cette région, le radar ne voit plus, il est bloqué.
Donc, si je passe à la diapositive suivante, cela signifie que le radar ne peut pas détecter les missiles balistiques arrivant depuis l'Atlantique Nord. Le but de faire exploser une arme nucléaire à haute altitude à proximité serait d'aveugler le radar, afin qu'il ne puisse pas repérer l'attaque en préparation qu'il aurait autrement détectée à plus longue distance avant la détonation. Maintenant, c'est une attaque insensée. Je veux être très clair là-dessus. Now, this is a crazy attack. I want to be very clear. But it's an attack that both the United States. Mais c'est une attaque qui a inquiété à la fois les États-Unis et les Russes. La seule raison, eh bien, vous savez, c'est quelque chose de très ésotérique. Vous pourriez demander, comment diable est-ce que je sais tout ça? Eh bien, c'est parce que j'ai étudié la guerre nucléaire. J'ai étudié la guerre nucléaire au sein du Pentagone. Et j'ai fait mes propres calculs parce que je voulais comprendre ce que je faisais. Alors, quand j'ai vu cela, j'ai su immédiatement que la réaction russe était due au danger que cette fusée inconnue fasse partie d'une attaque nucléaire préliminaire contre la Russie. C'est à cela que le système réagissait. J'ai donné une conférence lors d'un séminaire à Stanford, quelque temps après avoir commencé à analyser tout cela. Et dans le public se trouvait un colonel général à la retraite qui avait été commandant du centre d'alerte précoce de Moscou. Un homme charmant. J'ai appris à bien le connaître et il m'a dit « Ted, tu as compris. C'est exactement ce qui nous inquiétait toujours quand nous étions en poste. » Alors, la question naturelle que j'ai posée a été « Pourquoi ?» Revenons à la diapositive 56. Pourquoi les satellites russes d'alerte précoce n'ont-ils pas détecté le lancement de ces missiles balistiques lancés depuis des sous-marins dans l'Atlantique Nord? La réponse, après un travail considérable, s'est révélée être que les satellites russes sont incapables de regarder directement vers la Terre. Il y a une explication technique à cela, que nous ne pouvons pas aborder ici. Mais si certains sont intéressés, cela pourrait faire l'objet d'un développement ultérieur, car c'est un problème très intéressant. Mais les Russes n'avaient pas résolu le problème de l'observation de la Terre depuis l'espace, que les États-Unis, eux, avaient résolu. D'ailleurs, ils n'ont toujours pas résolu ce problème, ce qui me surprend énormément. Ainsi, les Russes ne disposent d'aucun système satellitaire capable de leur indiquer qu'ils subissent une attaque en provenance de l'Atlantique Nord. L'alerte d'une attaque venant de l'Atlantique Nord provient de leur radar. Donc, manipuler ces radars, comme les Ukrainiens ont essayé de le faire à Armavir, qui dans ce cas était un radar orienté vers le sud en direction de l'océan Indien. Les attaquer ou les perturber pourrait déclencher un niveau d'alerte élevé dans le système d'alerte russe, car les Russes se demanderaient pourquoi cela se produit-il? Qui en est responsable? Je ne sais pas si ce drone est américain, si ces dégâts ont mis le radar hors service ou s'il est ukrainien. Vous savez, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette étrange activité sur Internet dans laquelle je suis maintenant. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été tellement troublé lorsque les Ukrainiens ont attaqué ce radar d'alerte précoce russe que j'ai commencé à écrire à des gens comme Jeffrey Sachs en essayant de les amener à alerter les autorités compétentes, parce que je savais que Sachs avait des contacts à la Maison-Blanche. Et d'après mon expérience antérieure avec la communauté du renseignement américaine, je savais que les gens à la Maison-Blanche ne connaissaient pas très bien leur propre système d'alerte précoce et ne comprenaient pas les limites du système d'alerte précoce russe. Il y a toute une histoire intéressante sur la façon dont j'ai découvert cela. L'administration Clinton m'a demandé d'examiner ce que les Américains savaient du système d'alerte précoce russe, car elle envisageait une coopération en matière d'alerte précoce avec les Russes. En consultant les documents classifiés, j'ai été stupéfait de découvrir que le système de renseignement américain ignorait que les satellites d'alerte précoce russes ne pouvaient pas observer la surface de la Terre
pour détecter les lancements. C'est un point crucial, car un président américain en situation de crise pourrait se dire « Eh bien, les Russes font cela. Ils doivent savoir que nous le savons. Pourquoi? Enfin, ils doivent penser que nous les attaquons. Nous devons réagir. » Vous voyez, cela pourrait littéralement conduire à un malentendu susceptible de provoquer une utilisation massive d'armes nucléaires par les États-Unis et la Russie. C'était une grave lacune en matière de renseignement. Et lorsque je l'ai découverte, je travaillais avec un groupe de Russes. Je me suis dit que c'était trop sérieux pour ne pas leur dire que j'avais compris. Alors je suis allé à Moscou. Je ne savais pas si j'allais être arrêté, pour être honnête avec vous, car c'était l'un des secrets les mieux gardés de Russie. Il ne pouvait en être autrement. Je sais comment nous, Américains, aurions réagi à une situation de ce genre. Lorsque nous avons lancé nos premiers satellites d'alerte précoce, nous n'avons même pas reconnu que nous essayions de le faire. Le simple fait que nous le fassions était déjà un secret. Et je suis allé en Russie pour donner une conférence. Assis dans le public, que Dieu le bénisse, se trouvait Anatoly Savin. Il est mort maintenant, donc je peux citer son nom. Normalement, je ne le ferai pas. Anatoly était le concepteur en chef du système russe de satellites d'alerte précoce. Je donnais cette conférence à un groupe de personnes appartenant à une organisation appelée Kamyata. Kamyata est une immense organisation publique et étatique, l'équivalent de Lockheed, Raytheon et de tous les autres réunis, mais appartenant à l'État, ce qui est la bonne manière de faire. Vous ne voulez pas que ces types décident de ce qui est bon pour votre sécurité nationale, comme c'est le cas chez nous. Donc, il dirigeait cette organisation. Il avait été décoré à plusieurs reprises pour son travail pendant la Grande Guerre patriotique et à d'autres occasions. C'était un communiste convaincu. Je veux dire, lui et moi avions une très bonne relation. Pour une raison quelconque, il m'aimait bien et j'en plaisantais souvent avec lui. Vous savez, c'était un homme sérieux pourtant. Et il est assis là et il me dit, « Tu sais Ted, dans ton analyse, les zones de surveillance, la forme est fausse. La forme est fausse. » Ce qui m'a expliqué, c'est comment le système de balayage fonctionnait. Car je savais qu'il y avait deux formes possibles pour les zones que je pensais qu'ils observaient. Et elles étaient très limitées. C'était pas un système global. Donc lui, non, il n'y a aucun doute, aucun. Savin savait exactement ce qu'il faisait. Il me disait, « Tu as raison. » Et la raison pour laquelle il me disait que j'avais raison, c'est qu'il comprenait ce que j'essayais de faire. Lancer un programme de coopération. J'allais voir les Américains en disant que ce n'était pas bon pour la sécurité américaine, pas plus que pour la sécurité russe. Si les Russes nous attaquent accidentellement parce qu'ils pensent être eux-mêmes attaqués, les États-Unis seraient détruits tout aussi sûrement que la Russie. Il est donc dans l'intérêt de la sécurité nationale américaine d'essayer d'aider les Russes à résoudre ce problème. Et je travaille sur cette question depuis 25 ans sans aucun résultat. C'est donc un vrai sujet. Quand je vois cet article du bulletin et qu'ils se présentent comme de grands experts, ils m'ont déjà dit, vous savez, que j'étais persona non grata, que j'étais indésirable, qu'ils ne voulaient plus me parler, que je salissais leur club. J'ai estimé qu'il était important d'alerter les gens à ce sujet. Et j'espère que, parmi vos auditeurs, certains lisent le bulletin. Et je le soupçonne, car votre public est plutôt bien informé. Ils devraient écrire des lettres à propos de la discussion que nous avons en ce moment. Ils devraient écrire des lettres au bulletin et exiger qu'ils fassent correctement leur travail, ou qu'ils cessent leurs activités, qu'ils ferment tout simplement. Vous savez, ne vous présentez pas faussement comme une organisation qui fournit des informations exactes au public. Vous ne le faites pas.
Vous mentez. Vous vous faites passer pour des experts sur des sujets dont vous n'avez aucune connaissance. Et c'est immoral. C'est aussi dangereux. Si je vous dis que je sais qu'un pont est sûr, alors qu'en réalité il ne l'est pas et qu'il va s'effondrer, je me comporte de manière immorale en vous disant de l'emprunter. Et c'est exactement ce que ces gens font. C'est de l'immoralité à grande échelle. Et le bulletin doit corriger son comportement. C'est ma conclusion pour cette discussion. That's my bottom line for this discussion. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Ted. Comme toujours, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais. Eh bien, j'espère que ça aura beaucoup vu. Non pas à cause de moi, mais à cause du contenu. C'est incroyable. Incroyable comme toujours. Merci beaucoup, Ted. Merci. Thank you. Maintenant, je vais aller dormir parce que je suis épuisé. D'accord. Au revoir. Okay. Bye bye. Au revoir.